Caramel. 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 Mou. Caramel. Caramel. Mou. J'ai une proposition à vous faire pour le prochain buste de Marianne, et cette fois, foine d'une sportive multi-récompensée aux derniers Jeux Olympiques, ni d'un acteur ou une actrice dont la popularité mériterait d'être représentée sous les traits radieux de La République en marche. Non, 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 point de tout cela. Choisissons pour le prochain buste de Marianne, qui trône d'ordinaire dans toutes les bonnes mairies françaises, même les mauvaises, entre la photo officielle du président de la République et la déclaration des droits de l'homme. Mettons-y la figure de celui qui, cette semaine, hurlait pleine face à la figure du policier qui gardait la porte du QG parisien de son parti, qu'il était, je cite, « la République ». La République, c'est moi. Déclaration complètement imbécile, surtout suivie du désormais célèbre « Je suis intouchable ». Déclaration imbécile et péremptoire, aussi creuse que complètement nulle, que l'excès d'une colère irraisonnée ne parvient pourtant toujours pas à justifier. Alors quoi, Jean-Luc? C'est quoi le problème? La position de la Lune agissant sur l'humeur, une soudaine enflure d'une tête trop pleine, le repas de la veille, à n'en pas douter une énième salade de quinoa aux crevettes, qui aurait eu du mal à passer. La peur de se retrouver comme un vulgaire Fillon ou une Marine Le Pen, épinglée pour avoir couvert, à défaut de l'avoir commandité, une simple histoire de surfacturation de services de communication dans le cadre de la campagne présidentielle de 2017. Je pense plutôt pour cette dernière proposition. C'est ça qui coince, Jean-Luc, de réaliser que peut-être bientôt l'on saura qu'en même temps d'avoir été la directrice de communication du candidat Mélenchon, Sophie Chikirou était aussi l'actionnaire unique de Mediascope, entreprise de conseil en relations publiques et communication, entreprise qui a été l'un des principaux prestataires de la campagne Mélenchon, facturant pour 1,1 million d'euros d'honoraires, soit quand même 11% du budget total de la campagne. En d'autres temps, on aurait crié au conflit d'intérêts, on le hurlerait même, et on hurlerait qu'en plus de ce conflit d'intérêts, il faudrait une démission. Mais qu'est-ce que vous voulez? Pendant longtemps, on a eu la droite la plus bête du monde. J'ai bien peur que la gauche s'y mette aussi et que l'autoproclamé grand timonier de la gauche hexagonale vienne d'en donner une nouvelle preuve. Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'on ne pourra pas l'inviter dans Caramel Mou puisque en plus, il ne comprend pas l'accent du sud-ouest. Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mou, saison 30, réalisé ce soir par Jérôme Jean-Pierre Lérac. La caution morale et artistique de cette émission fera dans le courant de l'émission dans la nostalgie aujourd'hui, puisqu'il nous racontera son été musical. Et puis Jean-Paul Becquevort, le directeur de l'IEO, l'Institut des études occitanes, nous délivrera sa première chronique occitano-caramelesque. Nationaliste de tout poil, passez votre chemin. Et puis je recevrai Aïda Sanchez, chanteuse au sein de l'ex-trio Orlando, qui vient de faire paraître, c'était au printemps dernier, un premier album poético engagé, admirable par les temps qui courent. Occasion de découvrir à travers quelques extraits de sa discothèque personnelle cette chanteuse née en Espagne mais installée à Toulouse depuis longtemps et que l'on reconnaît à sa voix fêlée, légèrement voilée et plutôt chaleureuse. Mais on commence tout de suite par la nouveauté de la semaine. Habituée du circuit des petites salles toulousaines, tournant également beaucoup ailleurs, Georgina Domingo, dite aussi Jure, ancre ses compositions dans un univers plutôt étrange et personnel, entre sentimentalisme exacerbé, fureur assumée, mêlant langues et histoires, racontant sur des mélodies étranges, des contes à dormir debout, peuplés
peuplé de monstres tapis dans l'ombre, de tragédies à mourir de rire, et même des poètes et des poèmes curieux et surréalistes. Si on l'a souvent vu et entendu, sa silhouette longiligne et sa voix rocailleuse et puissante, le plus souvent accompagnée par un duo ou un trio, elles viennent d'effectuer une série de concerts en plus grande formation où se mêlent cuivre et contrebasse, celle d'Ember Ember, guitare acoustique et électrique et batterie, celle de Fred Cavalin. Formidable écrin, ce groupe écrin sauvage pour sa poésie plutôt brute. Un album enregistré à Vaour, dans le Tarn, en public, vient de se faire l'écho de ce parcours artistique singulier. Album chaudement recommandé par la maison, Jour Carnaval, extrait de Il était fou. Leur nouvel album, c'est Caramel Mou, et c'est tant mieux. Les hommes hommes femmes, les femmes hommes folles, farandole autour de nous, se consument des enclumes. Un amour, un gueule aux avoirs. Quoi? Les hommes hommes femmes, les femmes hommes folles, cabrioles. Souviens-tu, d'où viens-tu, qui a la langue la plus longue? Les hommes hommes femmes, les femmes hommes folles, s'affolent. Qui a raison? Les chiens se posent-ils des questions? En femme seule, je me rends. L'alcool est un enfant. En femme seule, je me rends. L'alcool est un enfant. Les hommes hommes femmes, les femmes hommes folles, dégringolent. Au visage pâle, l'amour m'avale, c'est tous les jours carnaval. Qu'est-ce que c'est? Caramel mou. Et ça, qu'est-ce que c'est? Cette voix dont l'accent triomphant perce à travers le grésillement de la radio. C'est Joe Kangourou, pardon. Ouais, c'est toujours Caramel Mou, toujours Radio Campus, et c'est toujours Joe Kangourou au micro. Jean-Paul Becvor, bonsoir. Adichatz. On avait l'habitude d'entendre vos tonitruants Adichatz lorsque vous veniez nous parler du festival Occitania, à peu près une fois par an, à peu près à la même période. Et puis c'est vrai que on s'est dit finalement que plutôt que de parler une fois par an d'Occitanie et de culture occitane, autant vous laisser un petit moment dans cette émission pour faire des chroniques traitant de l'actualité culturelle occitane et puis de l'actualité tout court. On le disait tout à l'heure, nationaliste de tout poil, passer votre chemin, c'est pas parce que on défend une culture occitane qu'on n'a pas le droit de parler du monde. Et donc vous êtes là pour la première fois en se disant qu'il va y en avoir plein d'autres. Donc à partir de là,
On vous laisse les 6-7 minutes qui suivent. Merci de votre accueil déjà. Et puis, même si je fais un clin d'œil au festival qui ne s'achève que demain, Exactement. et qui a un très bel événement ce soir à Saint-Pierre-des-Cuisines avec des musiciens classiques qui sont joués de la période seulement de la guerre de 14-18. Mais ceci étant, je me propose de parler ce soir du paradoxe français et du paradoxe occitan. Deux paradoxes quelque part qui sont un peu en dialectique l'un à l'autre. Pourquoi paradoxe français ? Alors on verra que ça a du lien avec le réflexe pavlovien, j'allais dire, de notre ami Mélenchon. El comandante, comme vous dites. El comandante. Et voilà. Et donc, pourquoi le paradoxe ? Parce que la France est initialement un pays très divers. Le pays le plus divers d'Europe. Il suffit de réfléchir même intramuros. La France métropolitaine, des Bretons, langue celte, apparentée au galéique ou au gallois, flamand, langue germanique, le même flamand qui est parlé en Belgique ou en Hollande. C'est la zone vers Dunkerque. Lorrain alsacien, donc langue germanique aussi. Lorrain, c'est carrément l'allemand standard, et l'alsacien, c'est l'allemand tel qu'il est parlé en Suisse. Donc encore une autre zone germanique. Il y a la zone historiquement française, d'origine, donc tout le bassin parisien, tout ce qu'on appelle le nord de la France. Et puis si on va plus au sud, on voit le Pays basque. Donc c'est une langue non indo-européenne, c'est-à-dire qui n'a pas de racines communes initialement. Je dis initialement parce qu'après il y a des influences latines sur le basque, vu qu'il est entouré de langues latines, mais initialement, ce n'est pas une langue indo-européenne, donc qui n'a aucun lien de parenté avec les langues latines, celtes ou germaniques ou même slaves. Et c'est une langue qui témoigne d'une origine avant l'arrivée des peuples indo-européens et qui ont peuplé tout le contour méditerranéen. Et puis qui sont réduits en peau de chagrin au Pays basque actuel. On a l'Occitanie, c'est un grand tiers sud de la France. C'est aujourd'hui la région Nouvelle-Aquitaine, qui inclut le Limousin. C'est une partie de la région Rhône-Alpes qui inclut l'Auvergne. C'est la région PACA, Provence. Il n'y a qu'en France, on a des régions PACA. C'est horrible. mais c'est pas innocent. Et c'est très symptomatique de la situation française, d'ailleurs. On dénie les origines historiques, les origines ethniques, les origines culturelles, on les dénie. Et puis, cette fameuse région Occitanie qui regroupe le Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, qui a quelque peu correspond, j'allais dire, à l'ancien comté de Toulouse. Voilà. Et ça, cette Occitanie, c'est un grand tiers sud, 192 000 km². Il faut y rajouter 12 vallées italiennes et le Val d'Aran, espagnol, qui est aussi occitan et qui fait partie de la Catalogne autonome. Et quand on dit occitan, où se parle l'occitan ? Où se parle et où c'est parlé, parce qu'il faut être modeste aujourd'hui, vu la réalité, où c'est parlé historiquement et où se parle encore d'une certaine proportion, parce que c'est difficile au niveau, pour évaluer le nombre de locuteurs. Enfin bon, on sera à peu près entre 1,5 à 2 millions encore de personnes qui parleraient sur cette étendue immense, plus les gens qui ont ce qu'on appelle un substrat, c'est-à-dire qui ont une compréhension, qui connaissent des mots, des expressions, des chansons, etc., et qui peuvent leur apprendre effectivement rapidement. Alors ça, c'est un peu pourquoi. Alors, si à ça on rajoute la petite poche catalane des Pyrénées-Orientales avec la Cerdagne, et si on rajoute la Corse déjà, on est à 8 langues en comptant le français. Et il y en a même une 9e qu'on oublie toujours, mais qui existe et qui est encore parlée, notamment en Vallée d'Aoste, parce qu'on dit en Vallée d'Aoste, ils parlent français. C'est vrai qu'aujourd'hui, ils parlent français et italien. Mais à l'origine, leur langue, c'est ni le français ni l'italien. C'est ce qu'on appelle l'arpitan, dont l'épicentre, c'est Lyon, et qui est parlé entre Saint-Étienne et la Savoie. Ce qu'on appelle le savoyard, c'est l'arpitan, qui est une langue latine aussi, intermédiaire. Alors certains l'ont appelée franco-provençale, la considérant comme une langue intermédiaire entre le français et le provençal, qui est aussi un autre nom qui a désigné l'occitan historiquement. Enfin, on est déjà à 9 langues. Vous voyez ? Et là, aucun autre pays d'Europe n'a autant de diversité. Alors, si à ça, je rajoute les langues des dom-toms, selon la DGLFLF, donc la délégation aux langues de France, la langue française, à l'époque de Cerquilini, ils avaient recensé 75 langues. Alors,
c'est faux, en fait. Il y en a moins, c'est parce que, quelque part, ils ont confondu, à un moment donné, notamment pour les langues des dom-toms, ce qui est un dialecte et ce qui est une langue. Et alors, dialecte, pas au sens péjoratif qu'on peut entendre parfois, au sens scientifique. Au sens scientifique, un dialecte, c'est une façon particulière de parler une langue. Et même linguistiquement, on définit une langue comme étant un ensemble de dialectes intercompréhensibles. C'est ça, comme ça qu'on définit une langue en linguistique. En tout cas, la France est un pays de la pluralité linguistique. Bon. Où on en est aujourd'hui sur cette pluralité, à part le français qui se porte bien, et même qui, avec grâce d'ailleurs à la francophonie africaine, pourrait devenir une langue très parlée, peut-être pas autant que l'anglais, mais pas loin. Toutes les autres langues de France sont en voie de disparition imminente selon l'UNESCO. Pourquoi ? Parce que la France, devant cette diversité, soit on la reconnaît, elle a préféré la nier. Et du coup, de là est né ce concept dont il faut parler. C'est là que je parle du paradoxe occitan, parce que ça colle à l'identité méridionale comme un chewing-gum à une chaussure. C'est le concept de patois, qui est créé sous la monarchie, mais qui est amplifié par l'école obligatoire de Jules Ferry, est appelé patois en France tout ce qui n'est pas le français standard. Alors c'est très important tout ça, parce qu'on appelle patois tout ce qui n'est pas le français officiel, c'est-à-dire d'autres façons de parler le français, aussi légitimes. D'ailleurs, n'oublions pas que la langue française s'est écrite premièrement en dialecte picard, et non pas en francien standard que nous parlons aujourd'hui. Et n'oublions pas nos amis canadiens qui ne parlent pas du tout le francien standard et qui pour autant sont francophones. Donc est appelé patois tout ce qui n'est pas le langage des dominants finalement, de ceux qui ont le pouvoir, et aussi du coup ceux qui parlent d'autres langues comme l'occitan, le basque, le breton ou autre. Donc c'est un concept typiquement français, parce qu'il n'y a qu'en France où on a résolu l'équation de la pluralité par la négation absolue de celle-ci. Au point même d'inculquer aux gens une forme de complexe, puisqu'au moment de l'école obligatoire, le salut de la promotion sociale passait uniquement par l'exercice du français, et oral et écrit, et avec la chasse au patois. Et même d'ailleurs, au moment de la Révolution, l'abbé Grégoire, ne l'oublions pas, avait dit qu'il faut exterminer les patois, qui selon lui étaient les vecteurs de la réaction et de l'ignorance. Alors, pourquoi aussi un paradoxe occitan ? Parce que l'occitan, c'est la première langue d'Europe qui se soit écrite et qui a une littérature de haut niveau après l'Antiquité. Et même, elle apporte, ça apparaît autour de l'an 1000, mais les troubadours, c'est 1100, 1200, 1300. L'occitan apporte une révolution littéraire qui va avoir un retentissement international au point d'influencer toutes les littératures d'Europe. C'est-à-dire qu'avec le phénomène des troubadours, qui est un mot occitan, le mot français c'est trouveur, ou trouvère, comme l'occitan dit troubadour ou troubaire, italien trovatore, espagnol trovador, eh bien, ces gens vont pour la première fois faire une révolution finalement pour trois raisons. La première, c'est qu'ils vont créer une littérature pour la littérature, parce que le sujet, c'est l'amour. D'ailleurs, le mot français amour, c'est le mot occitan, puisque le français, c'est ameur, comme chaleur, couleur, et l'occitan, on dit amour, calor, flor, comme on dit en italien, calore, fiore, etc. Donc, déjà, le mot français, amour, c'est le mot occitan. Pourquoi ? Parce que ces troubadours vont apporter une révolution. Au moment où, dans cette période du XIe, XIIe siècle, il n'y a, selon l'Église, qui est la force prédominante, il n'y a que d'amour divin, les troubadours ils disent non, il y a un amour charnel, un amour humain, mais qui est magnifié, qui est spiritualisé. Et donc, première révolution, donc c'est une contradiction face au dogme de l'Église. Deuxième chose, c'est que c'est une littérature pour la littérature. Jusqu'alors, la littérature est une littérature au service. Ce sont des chroniques, ces chansons de gestes. Donc on est au service d'un dominant et on vante, on fait sa louange. Et on vante ses mérites, que ce soit l'Église ou le pouvoir. C'est le 20h d'aujourd'hui, en gros. C'est-à-dire on est là pour passer de la pommade à ceux qui dominent. Bon. Et pour dire qu'ils ont raison et que tout va bien et qu'ils sont merveilleux. C'est le 20h.
Et alors que les troubadours, ils font une littérature pour la littérature qui n'est pas attachée à une cause politique. Ça, c'est la deuxième révolution. Et la troisième révolution, c'est la condition de la femme. C'est-à-dire que dans l'amour courtois, la fine amour, comme on dit en occitan, la femme, il renverse les rôles, elle est le suzerain. Donc à une époque où l'Église se pose la question de savoir si les femmes ont une âme, dans l'amour courtois, la femme est le suzerain, c'est elle qui décide in extremis. Et ça veut dire qu'il y a un renversement, du rapport. Et donc, on va plus loin que dans la poésie arabo-andalouse, où la femme est un objet, quelque part, de déification, un objet d'amour, mais c'est un objet. Dans la littérature des troubadours, la femme est un sujet, à égalité avec l'homme, et même le rôle est renversé dans le rapport amoureux, c'est elle qui décide. Et donc là, on voit bien que c'est une troisième révolution. C'est ce qui va expliquer pourquoi l'art des troubadours, qui est un art universel, c'est là où je veux en venir, là, dès le départ, dès sa création, la littérature occitane, et donc la pensée occitane, n'est pas une pensée régionaliste, n'est pas une pensée, du repliement, c'est une pensée de l'extension de l'esprit humain, c'est une pensée de l'universel. Et là, c'est un paradoxe, parce que si on revient à ce que j'ai dit aujourd'hui, le mot de patois colle encore à cette langue occitane, alors qu'elle est enseignée dans 98 universités dans le monde. Et qu'elle sera reconnue quand même au début du XXe, fin du XIXe, début du XXe, avec l'attribution d'un prix Nobel à un écrivain parce qu'il faut provençal occitan, Frédéric Mistral. En 1904, effectivement, et les gens qui s'intéressent encore aujourd'hui à la littérature, à la culture occitane, sont des gens qui sont dans une conception universaliste et non pas dans une logique de repliement. Et donc, voilà. Alors, pour peut-être conclure, ce qu'il faut dire, c'est que donc là, je viens d'énoncer deux paradoxes. Le paradoxe français, le paradoxe occitan, une langue, l'occitan universel dès le départ, qui a une littérature de très haut niveau, à toutes les époques. Vous venez de citer effectivement le prix Nobel littérature qui est Frédéric Mistral, mais encore aujourd'hui, il y a des écrivains de top niveau, etc., qui sont traduits dans différentes langues. L'occitan est même écrit par des Japonais, etc. Donc on est dans du paradoxe. Et ce que je dirais, c'est que la France a encore sa révolution à faire par rapport au pluriel. C'est pour ça que nous, cette année, dans le cadre du Festival Occitanie, on a repris Marianne, puisque Marianne est un personnage symbolique de la République qui a été créé à Puylaurens, donc en Occitanie, et qui s'est imposé notamment sous la Troisième République comme un symbole républicain, au-delà même de l'Occitanie, sur l'ensemble français. Et on fait dire à Marianne « Libertat », égalitat, freiritat et pluralitat. On rajoute pluralitat parce que c'est ce qui manque à notre pays. Et dans le réflexe pavlovien de M. Mélenchon, au-delà de cet épiphénomène, parce que ça ne me paraît pas hyper important ce qui lui est arrivé là, mais enfin... ce qui est intéressant, c'est que le réflexe monolithique français, c'est on méprise tout ce qui n'est pas le français, on se moque même de ceux qui ont l'accent canadien, on se moque des gens qui ont l'accent méridional, et dans un moment d'émoi où quelque part on échappe à son contrôle et où ce qui parle en nous, c'est effectivement ces réflexes quelque part, c'est ce qu'on a vraiment un peu inconsciemment en nous, et il se moque des gens qui sont pas comme lui finalement, il montre un peu sa capacité d'intolérance et même de non-empathie. Et ça se reconnaît parce que Mélenchon, souvent de fois, a fait connaître son hostilité à la reconnaissance de la pluralité française. Donc ça ne m'étonne pas ce qui vient de lui arriver. Ça lui a échappé parce que dans un moment de colère, c'est le plus profond de soi qui parle. Et il a trouvé rien de plus malin que se moquer quelqu'un qui avait l'accent du Midi. L'accent du Midi, ce sont des restes de la langue occitane. Voilà, Jean-Paul Becquevort. Première chronique, on l'aura compris, il va falloir lui garder un peu de temps parce que le jeune homme a plein de choses à dire et on vous retrouve peut-être dans un petit mois pour une deuxième chronique qui là ne sera pas forcément en référence à certaines choses qui se passent sur le Festival d'Occitanie, mais avec ce qui se passe aussi autour du monde, comme vous venez de nous le montrer une première fois. À mes grands plaisirs, à Dichatz. À Dichatz. Des bas-fonds de mon introspection, vous
suinte de toxiques vapeurs, je t'apprivoise depuis tant d'années déjà. Quand de la paix, tu m'as laissé que reliquat. Tu as été maître de mon âme, faisant couler dans mon avenne des gouttes d'encre qui teintent mes veines et me laissent choir parmi les flammes. Et à l'heure où s'annonce le sursis, qui de toi ou moi restera en vie? De ton absence, je ferai un rien. De ma déchéance, tu ferais grand bruit. Ma petite folie ordinaire, toi qui ne me fais plus peur, tu m'as joué de mauvais airs. Je te le rends bien et c'est bonne guerre. En trahison, de vague à l'homme en perdition, j'ai arpenté tes méandres sans fond, m'aveuglant dans tes contradictions. On s'est perdu en période trouble, en déraison nauséabonde, ignorant jusqu'au sentier des rondes, qui de nous deux nous fait voir double. Et à l'heure où s'annonce le sursis, qui de toi ou moi restera en vie? De ton absence, je ferai un rien. De ma déchéance, tu ferais grand bruit. Ma petite folie ordinaire, toi qui ne me fais plus peur, tu m'as joué de mauvais airs. Je te le rends bien et c'est bonne guerre. On s'est mis minable, compte à rebours, noyant nos larmes comme vermine. Ta main de fer, mon gant de velours, ont fait de nous des homonymes. Et à l'heure où s'annonce le sursis, qui de toi ou moi restera en vie? De ton absence, je ferai un rien. De ma déchéance, tu ferais grand bruit. Ma petite folie ordinaire, toi qui ne me fais plus peur, tu m'as joué de mauvais airs. Je te le rends bien et c'est bonne guerre. Ma petite folie ordinaire, toi qui ne me fais plus peur, tu m'as joué de mauvais airs. Je te le rends bien et c'est bonne guerre. Aïda Sanchez, Ma petite folie ordinaire, extrait d'un premier album sorti au printemps dernier, Extraterrienne. Et Aïda Sanchez est l'invitée de Caramel Mou ce soir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Voilà, la petite demi-heure qui reste, on va la passer avec elle et essayer de découvrir un peu d'où vient cette chanteuse que je pensais née en Espagne et arrivée en France ensuite, mais non, elle vient de me dire que ses parents étaient madrilènes, mais qu'elle était absolument née en France. Moi, je suis née dans les Yvelines, je suis née à Poissy. Ah ben ouais. Mais de parents madrilènes. Comme quoi, personne n'est parfait. Oui, voilà. Et puis, mes parents sont venus en France parce que Franco... Il paraît, oui.
On n'avait pas très envie qu'il reste et on n'avait pas du tout envie de rester. D'y rester. Non. Aïda Sanchez, connue pour la participation à un trio, le trio Orlando, et on en parlera un peu tout à l'heure, mais on va revenir sur des débuts qui commencent par un duo piano au panier. Oui. Vous pouvez nous rappeler un peu quel était le projet de ce spectacle, de ce groupe Piano panier, on était trois femmes. Il y avait Brigitte Monsseur, Nathalie Bansard et Isabelle de Ratulle. On était 4. Et en fait, on était vraiment des autodidactes. On était complètement dingues. Et puis, on avait décidé de chanter avec une peintre qui peignait sur une toile en plastique transparente tous les soirs, 3 toiles. Et donc, notre décor se fabriquait chaque soir avec cette peintre. Et Isadora est maintenant devenue toulousaine. C'est ma voisine. On est restés proches. Et puis, c'était un projet, on va dire, on était des punks. Vraiment, on était punks. Moi, je devais avoir 24 ans et c'était le délire. Et c'était à quelle époque, ça ? Eh ben, c'était quelle année ? C'était 86, 87. Et puis, on a joué pas mal à Paris. On a fait Avignon, qui nous a fait décoller, en fait. Et ce projet à 4 a fonctionné pendant 8 ans. Et comment vous en êtes arrivé à Toulouse ? Toulouse, en fait, c'est l'amour d'abord. Et puis aussi, il y a des gens de théâtre qui m'avaient invité. Moi, ce que j'ai fait aussi à un moment, c'est que j'ai mis une pièce de théâtre en musique. Ouais. C'est les 4 jumelles de Copie. De Copie, ce qui correspond bien quand même à votre univers. Ouais. Là aussi, je voulais en parler juste un peu après. Plutôt baroque, foutraque et méchamment engagé. Oui, méchamment engagé, oui. Mais baroque aussi. Oui, absolument. Je travaillais avec 16 femmes, ce qui n'est pas simple. On a joué à la Cité internationale de Paris. Et puis, il y a plein de gens qui sont venus, c'était très agréable, mais il y a eu comme une révolte dans la salle, parce que les aficionados des Copies trouvaient que c'était pas juste que ce soit des femmes qui jouent ce texte. Et donc, ils sont levés et puis ils voulaient interrompre le spectacle. Donc, moi, je me suis battue, ça n'a pas été interrompu, et j'ai eu la chance, la maman de Copie était là. Et elle a dit, ah non, Copie aurait adoré que ce soit 16 femmes. Et donc, on a continué, on a fait une tournée, on a joué 8-9 fois, mais bon, c'était très compliqué, on était très nombreuses. Et c'est vrai qu'en même temps qu'être chanteuse, vous êtes aussi une femme de théâtre et de scène. Vous avez collaboré aussi avec Jacques Nichet. Oui, absolument. Là, sur une composition de musique, mais je suppose qu'en travaillant avec Nichet, qui a été longtemps le directeur du TNT à Toulouse, qui a été le premier directeur du TNT à Toulouse. Avec la chorale Lila Fichette, on a inauguré le théâtre, voilà. En fait. Tu vois, il y avait 40 chanteurs et moi je dirigeais ce chœur. Voilà, c'est cette chorale Lila Fichette qui a été une espèce de chorale de rue qui pouvait aussi se produire dans des salles, mais qui était à l'origine une chorale de rue. Complètement de rue. Puis après, en fait, ce qui s'est passé, on est devenu un peu la coqueluche parisienne. Donc on a joué au théâtre de l'Odéon, au théâtre de la Bastille. On était d'un seul coup, on avait de l'argent. D'un seul coup, on a pu faire des tournées. Donc on partait tous ensemble grâce à l'argent des théâtres. On partait tous ensemble tourner dans le sud de la France. Et puis on jouait gratuit dans les villages. Et même on faisait à manger aux gens. Donc c'était complètement délirant. Et puis on faisait ça pendant 10 jours dans le mois de juillet ou le mois d'août. Et donc ça, cette chorale Lila Fichette, vous le disiez, elle a fait l'inauguration du TNT à Toulouse. Et pour revenir à Jacques Nichet, c'est vrai que même en composant la musique d'un de ses spectacles, c'était les 4 jumelles. Non, avec lui j'ai fait un spectacle pour enfants en fait. Les 4 jumelles, c'est vraiment moi qui suis au départ de ce choix. J'avais pour metteur en scène Laurent Auger. Mais lui a adoré. En fait, il est venu me rencontrer à la Cité internationale de Paris et il m'a demandé de travailler avec lui, en fait. Et c'est ça qui fait aussi que vous êtes arrivé à Toulouse ? Vous êtes arrivé dans les bagages de Jacques Nichet ? Aussi dans les bagages de Jacques Nichet, mais aussi avec Jean-Marc et Philippe, la 3BC Compagnie, qui étaient mes amis parisiens, puis qui sont venus s'installer ici et qui m'ont demandé au départ de venir avec ce chœur des 16 femmes. Et puis on a fait nos premiers pas à Toulouse avec ce chœur. Voilà. Et comment on a... En même temps, vous meniez les carrières de front, le théâtre et la chanson. Comment, à un moment donné, vous tombez petit à petit que dans la chanson ? Eh ben, en fait, j'ai surtout été chef de chœur, compositrice. Après, j'étais aussi, au début de ma carrière, j'étais chanteuse, pianiste, compositrice. Puis au fur et à mesure, en fait... j'ai eu envie de devenir comédienne. Mais moi, mon problème, c'est que dès que je montais sur le plateau et que je parlais, je bégayais. Donc, j'arrivais pas à être comédienne. Oui, ça, je comprends. Voilà. Et par contre, je chantais, hop, nos problèmes. Mais ce qui s'est passé, c'est que il y a la compagnie,
comment il s'appelle, c'est Jean-Stéphane et Alain Dafos, La part manquante. Et en fait, ils m'ont proposé mon premier rôle. Et en fait, j'ai adoré être comédienne. Et puis là, je ne bégayais plus et j'aime ça. Mais j'aime aussi énormément chanter. Mais dans Orlando, ça jouait. Théâtre et puis ça chantait. Donc c'est en moi, en fait. Ouais, c'est en moi. C'était un peu mixte. Donc je vous ai demandé en préparant cette émission de nous amener quelques musiques pour qu'on puisse comprendre un peu d'où viennent ces musiques et ces chansons. Je le disais, assez baroque, musicalement, elles vont piocher dans plein de choses, même si l'instrumentation est assez homogène sur cet album, mais on va autant dans le classique que dans un univers rock ou dans un univers chanson, mais c'est vrai que tout est présent dans cet album-là. Et le premier morceau que vous m'avez envoyé, puisque nous sommes des jeunes gens modernes, malgré nos âges respectifs, nous communiquons par ordinateur. Le premier MP3, parce que oui, moi sur mon ordinateur, je peux recevoir des fichiers MP3. C'était un morceau de Pergolèse. On l'écoute et on en parle juste après. D'accord. Pergolèse, le Stabat Mater, classique époque baroque, cette période qui couvre le 16e et 17e européen, même une partie du 18e. Ouais. Cet intérêt pour cette musique? La beauté, le timbre, la beauté, le timbre des voix, et puis moi j'entends du rock, c'est-à-dire que j'entends quelque chose de très puissant, qui rentre dans le cœur directement, et même presque, on va dire, impétueux. Et c'est vrai qu'on ne s'attend pas à ça quand on écoute votre musique. C'est vrai. Un des premiers émois musicaux, c'est le baroque. Ouais. Oui, ça me touche énormément. J'aurais adoré être chanteuse baroque, mais ça m'est pas arrivé. Oui, peut-être avec la voix un peu rock que vous avez. Oui, c'est trop de cigarettes. Il fallait choisir. C'était les clopes, la bière ou alors le baroque. Ou la Fenice. Vous avez choisi la bière et les cigarettes. J'ai choisi la facilité, on va dire. Hein. La musique, ça a commencé comment pour vous? À l'âge de 6 ans. En fait, ma mère voulait se débarrasser de nous le jeudi, parce qu'à l'époque, on n'avait pas école le jeudi. C'était il y a longtemps. Oui, moi, je suis née en 62, donc ça fait un paquet de temps maintenant. Et puis, donc, elle m'a emmenée au conservatoire pour m'inscrire à la chorale. Et je suis passée devant le piano, et là, j'ai eu un coup de foudre. Moi, je viens d'une famille d'ouvriers. Donc, bon, il n'y avait pas de piano à la maison, mais je savais que ça existait, bien sûr, etc. Mais là, j'ai vu un piano à queue. Et donc, je m'y suis installée, j'ai un peu joué. Le directeur, qui s'appelait Monsieur Malfait, m'a vu devant l'instrument et il a dit à ma mère, cette môme, il faut qu'elle fasse du piano. Et donc, je suis allée au conservatoire de Poissy, j'ai commencé mes cours de piano, mais il fallait faire du solfège. Et je suis allée voir le directeur, je lui ai dit, moi le piano oui, le solfège non. Et il m'a dit, c'est impossible Aïda, tous les enfants font ça. Je dis, au revoir. Il m'a dit, d'accord, mais tu le dis à personne. Donc j'étais la seule enfant de conservatoire de Poissy à faire du piano sans apprendre le solfège. Et puis, instrument que vous pratiquez toujours? Oui, moins, mais oui, bien sûr, c'est toujours un plaisir. On tombe sur le deuxième choix que vous nous avez amené, un groupe sage comme des sauvages. Pareil, on écoute le morceau, vous nous en parlez juste après. Auprès de mon visage, si
te dérober. Si le pain te semble rassis, si tes dents se manquent trop de tes Sages comme des sauvages, un nom de groupe plutôt étonnant, un duo et avec ce morceau, on sent aussi l'intérêt que vous avez pour les formations plurivocales. Oui, mais j'aime beaucoup ça, oui, parce que j'étais chef de chœur, ça m'a beaucoup intéressée. Et puis eux, je trouve qu'ils ont vraiment un très beau timbre ensemble. Ils ont un ton de la Réunion, en fait. Je crois qu'il y en a un des deux qui a pas mal de familles là-bas. Elle est américaine et française. Donc c'est un mélange très beau. Bon, je les ai entendus en disque et la première fois que je les ai vus, c'est à Pézenas. Et je suis tombée sous le charme. Et vraiment, c'est des gens qui me transportent. J'adore. Il faut frissonner. Et c'est vrai qu'il y a des choses qu'on pouvait entendre dans Orlando, par exemple, mais cet intérêt, je me disais, en regardant un peu votre choix, que c'est votre disque en solo, c'est presque la première fois où vous vous retrouvez seul face à vos textes. C'est vrai. La plupart du temps, vous étiez toujours accompagné. Toujours. J'ai été ou 4, ou 16, ou 40. Ou 3. Ou 3, avec Orlando, c'était nouveau, absolument. Mais c'est vrai que ça change quoi, le rapport à la musique, le rapport au texte, de se retrouver face au micro toute seule, puisque la plupart du temps, quand on enregistre dans un studio, les musiciens font leur partie et la voix est mise en dernier quand la musique est fabriquée. Et ben quand on est seul, il n'y a plus de conflit avec les autres chanteurs, quoi. Ouais, bon, d'accord. On a une paix phénoménale, on fait ce qu'on veut, on n'est pas obligé de... on est dans son affaire, on n'est pas... Avec Orlando, on était toujours dans un endroit de partage et puis d'accord tous les trois. Donc c'est un travail en plus que de simplement chanter. Là, je chante, je prends possession des textes et je prends possession de la musique. Ça veut dire qu'une des raisons aussi pour laquelle Orlando s'arrête, puisque les derniers concerts, vous les avez donnés en ce début d'été, c'est aussi, au moins pour vous, de ne plus transiger, d'arrêter de chercher le consensus à tout prix et de dire j'ai des choses que j'ai envie de défendre, je vais les défendre toute seule jusqu'au bout, quitte à me planter. Je dirais qu'au départ, c'est pas ça, mais bon, vient ça plus tard. Non, l'idée, c'est que ça faisait quand même 17 ans qu'on travaillait ensemble. Et soit on faisait une nouvelle création et on recommençait notre affaire et notre tambouille, qui fonctionnait très bien. Mais on s'est dit que si on voulait grandir, peut-être qu'il fallait qu'on se dise bye-bye et qu'on crée autre chose, qu'on aille voir ailleurs. Et en fait, moi, c'est Étienne Roumanet, qui était le contrebassiste de Orlando quand on jouait à Paris, qui m'a proposé, il m'a dit on fait un disque ensemble, Aïda. Et au départ, j'ai dit, oh mais ça allait trop vite. Je lui ai dit, je sais pas, je viens à peine de quitter Orlando. Il m'a pas lâché et on l'a fait. Et Christelle, elle fait son projet toute seule aussi. Oui, et qu'elle joue ce soir au Bijou à partir de 21h30. Absolument. Rappelez-moi le titre. Le Bel Armel. Voilà, le Bel Armel. C'est très très beau, voilà. C'est très très beau. Chanson avec un peu d'électro. Oui, elle est seule. De toute façon, elle en avait marre de nous, de toute façon, et elle voulait être toute seule avec ses machines. Et elle en avait marre de tout le monde. Oui. Elle est toute seule sur scène. Voilà, c'est ça. Alors que vous avez quand même gardé quelques musiciens. Oui. Le troisième morceau que vous nous avez amené, c'est celui-là. Nosso amor já está de jeito que não dá mais pé. Tá ruim essa maré, tá vendo só mulher. Eu que queria, só queria ser feliz, feliz pouco. Já não posso mais. Eu que queria, só queria ser feliz, feliz pouco. Já não posso mais. Já não posso mais. É triste ver uma flor que não desabrochou, pecado que não se consumou. E esse amor descrente, doente, carente, semente da dor. Nosso amor já está de jeito que não dá mais pé. Parlez-nous un peu de cette Lenny Andrade que vous avez l'air de particulièrement adorer. Donc c'est une femme qui chante. Voilà. C'est une fille. En fait, c'est une femme. C'est vrai que moi aussi, quand je l'ai écoutée, j'ai senti qu'il y avait une certaine mixité dans la voix. Je savais pas, c'est un garçon ou une fille. Mais son timbre me parle énormément. Elle est très rythmique. Elle touche le cœur. Moi, elle me renverse. Je comprends pas le brésilien, mais là, je comprends ce dont elle veut parler. Et puis,
Il y a comme une mélancolie, quelque chose qui accroche comme ça. C'est une femme qui est née au Brésil et puis en fait qui a fait cette carrière aux États-Unis, en fait, en gardant le brésilien bien évidemment. Et puis elle chante, c'est assez difficile à chanter. Moi j'aimerais bien interpréter ses chansons, mais il faut sacrément s'accrocher, ouais. C'est très beau. Dans ce qui vous intéresse dans la chanson, c'est cette façon de transmettre des émotions d'abord par la voix. Oui, je crois que c'est ça qui me plaît. Bon, j'aime les mots aussi énormément, mais chez les autres, j'écoute beaucoup de chanteurs pas français en fait, où je comprends pas. C'est des choses qui me touchent comme la musique, ou comme la cuisine, tu vois. Le dernier choix est un peu étonnant et c'est vrai que je suis resté assez... C'est vrai. Ah ouais, je me suis dit, je pensais à plein de choses, mais peut-être pas à ça. Et peut-être que finalement, avec ce que vous avez dit au début de l'interview, on peut le comprendre. On ne peut pas vivre ainsi que tu le fais. D'un souvenir qui n'est plus qu'un regret, sans un ami et sans autre secret qu'un peu de larmes. Pour ces quelques pages de mélancolie, tu as fermé le livre de ta... Michel Voilà, Michel Legrand, la valse des lilas, standard de la musique américaine, Oui. Once Upon a Summertime, Ouais. qui a été chanté par tout ce que le Gotha américain connaît de chanteurs à Oui. voix. Avec Barbara Streisand qui en a fait une merveilleuse version. C'est vrai que je m'attendais à tout sauf à ça. C'est vrai. Et vous me dites qu'en plus c'est lui qui est à l'origine de cette envie de chanter. Ouais, oui, parce que enfin, à l'origine, c'est dans ma famille, on se réveillait et le matin et puis on chantait pour se parler. Et donc c'était Ça c'est très Michel Legrand, les Voilà. comédies musicales. Et donc mon père de il m'a dit, ouais. regarde, c'est comme à la maison, écoute ce gars. Et j'ai fait, waouh, elle fait des comédies musicales, waouh. Et j'ai vu que ça existait, j'ai vu qu'alors j'allais peut-être faire quelque chose dans la vie parce que ça me plaisait drôlement. Et puis cette voix de Michel Legrand, pareil, je sais pas, elle me touche. C'est vrai que quand je dis que j'aime Michel Legrand, les gens font, oh, bah, écoute Aïda, c'est un peu facile, blablabla. Mais bon, j'y peux rien, ça me touche le cœur, je peux pas le rejeter. Et puis c'est cette idée de chanter des textes comme j'ai fait avec moi j'ai fait Les 4 jumelles de Copie qui est un texte complètement délirant, c'est pas les Demoiselles de Rochefort. Dans le Copie, les femmes elles s'assassinent, elles se défoncent, elles ressuscitent, c'est autre chose. Mais tout d'un coup je me suis dit on peut mettre en musique des mots, on peut faire des conversations et voilà. Mais Michel Legrand, c'est aussi, c'est l'enfance. Vraiment, c'est l'enfance. Ça veut dire que par exemple, vos films préférés, c'est Les Demoiselles de Rochefort, Peau d'âne, C'est pas mes films préférés. Je dirais que c'est des films qui m'ont fait grandir. Bon, mais là, je les reverrai pas spécialement. Mais oui, ça a été proche de moi, comme un rêve. Et cette façon de mélanger aussi chanson et théâtre ? Absolument. Voilà, je crois que c'est lui qui m'a ouvert cette porte. Ouais. Et c'est vrai que vous le disiez à l'instant, la pièce de Copie, c'était Les 4 jumelles, et la pièce que vous avez fait pour Jacques Nichet, on ne l'a pas cité tout à l'heure, c'était La chanson de la mer. Oui, c'est ça. Cette pièce pour enfants que vous aviez montée. Et c'est vrai que quand on écoute ces choix que vous faites, donc ça va du baroque à Michel Legrand, en passant par la musique brésilienne ou de la chanson, on se dit qu'effectivement on retrouve tout ça dans Extraterrienne. Oui. Ce mélange de musiques différentes. La personne avec qui vous avez enregistré et conçu cet album, c'est lui aussi qui vous a amené sur ce terrain-là, ou c'était déjà inscrit dans votre envie de composer, puisque vous composez et vous écrivez. Oui, c'est lui qui m'a amené vers ce monde, oui, vers cet univers. Puis il avait très envie de m'enregistrer seul. Donc il m'a proposé cette aventure. On s'y est mis ensemble, on a beaucoup travaillé, on a pondu le disque. Bon, maintenant on essaye de trouver à jouer. J'ai beaucoup de chance parce que Pascal Dubijou est tombée amoureuse du disque, et donc on a eu des dates. Et puis bon, le projet commence. Mais vraiment, oui, Étienne a réussi à dire, Aïda, tu peux chanter, toi.
T'as pas besoin tout le temps de quelqu'un d'autre derrière, ou d'un chœur, ou de copains pour faire rigoler, etc. etc. Oui, voilà. Et Étienne Roumanet. Roumanet. Voilà. Et puis, dans l'album, donc, qui compte un certain nombre de petites perles, il y a quand même des chansons absolument magnifiques. Il y a une définition de la schizophrénie, moi, que je trouve absolument fantastique. Et c'est vrai que la folie habite beaucoup vos textes. Oui. Quand même, on a écouté tout à l'heure Ma petite folie ordinaire, mais c'est vrai que ce texte, enfermé dans ton extérieur... J'adore. J'espère, c'est vous qui l'avez écrit. Mais c'est vrai que c'est une définition de la schizophrénie assez poétique. Oui. Même si c'est une maladie terrible. Et c'est marrant parce que c'est ce texte qui m'a vraiment... Parce que ce texte-là, c'est Étienne qui l'a écrit. Mais bon, on est comme des frères, je crois. Ou comme des sœurs, je veux dire. Tiens. Il est ma sœur. Il est ma sœur. Et quand j'ai entendu « Enfermé dans ton extérieur », ça m'a complètement parlé. Et là, j'ai dit oui, on le fait. On fait l'album. Voilà. En lisant un peu les remerciements que l'on a à la fin de chaque disque comme ça, on retrouve des listes de gens que vous aimez bien, à qui vous remerciez pour le prêt du piano, le fait d'avoir amené à manger pendant l'enregistrement ou des choses comme ça. Et puis en tête de liste, on trouve quelqu'un là aussi que j'attendais pas du tout. C'est vrai. Et vous allez m'expliquer pourquoi, par exemple, le premier remerciement, il est fait à cet artiste que l'on écoute tout de suite. C'est une maison bleue, adossée à la colline. On y vient à pied, on ne frappe pas. Ceux qui vivent là ont jeté la clé. On se retrouve ensemble. Maxime. Mais qu'est-ce qu'il vient de faire de cette liste Maxime, de remerciements? Alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'Étienne a énormément tourné avec Maxime. Ah oui, d'accord. Voilà, et donc Maxime est un ami maintenant, pas moi, mais d'Étienne, et puis il voulait le remercier parce que il lui a donné beaucoup de coups de main. Ah oui, donc c'est pas un remerciement. Non, de c'est votre... pas personnel, voilà, non, moi, Maxime, non. La Maison Bleue, je l'ai fumée, la Maison Bleue. Ouais. Bon, vous aviez quoi, 10-12 ans quand ce morceau est sorti? Oui, comme toi, non? À peu près. J'en avais 2 de plus, mais c'est exactement ça. Ouais. Et c'est vrai que ça me parle énormément. Oui, mais voilà. Mais oui. Parce que casse-tête cet après-midi, comment passer un morceau qui tout de suite renvoie à Maxime? Je me suis dit qu'il y avait guère pour la Maison Bleue, pour les jeunes générations. Absolument. Mais fumez pas la maison. Revenons sur ce Extraterrienne. Donc, premier album d'Aïda Sanchez. Il s'est enregistré dans quelles conditions? À Toulouse, à Paris? À Paris, autoproduction, chez Étienne. Vraiment, c'est fait maison. Mais il a un talent fou de compositeur, on va dire. Avec, je le disais, des musiques qui vont prendre dans plein de styles, même s'il y a une super unité dans tout ce qui est instrumental. C'est vrai que l'instrumentation fait l'unité de la musique, même si ça va chercher partout. Après, les textes, c'est des textes poétiques. Je disais tout à l'heure que c'est comme l'univers de Copy, c'est très baroque, très foutraque et très engagé. Oui. C'est vrai qu'on connaît vos textes pour Orlando, sur le sida, mais aussi sur un certain nombre de choses politiques en train de se passer en France. C'est vrai que c'est quand même une marque de fabrique. Dans vos textes, c'est quelque chose qui est aussi sur cette extraterrienne. C'est vrai. Mais en fait, je dirais que la politique, elle n'est pas dite, mais elle est vécue dans le texte. Et elle est chantée, on sent beaucoup de rage, par exemple. Bah oui. Mais enfin, c'est une rage assagie maintenant, on va dire. Hein. Mais par exemple, il y a Les mots rêves est une chanson que j'ai écrite, qui me plaît énormément parce que je crois que je défie les gens de la comprendre. Mais là aussi, il y a quelque chose à voir aussi avec certains désordres psychiatriques. Et je le disais, la folie, ça reste quand même ça me ressemble. Un petit fil conducteur de vos textes. Mais j'ai touché la folie, bien sûr, mais un peu comme tous les artistes, j'imagine. Enfin, je ne sais pas. Moi, je ne peux pas vous répondre. Non. Je ne mets pas dans cette catégorie-là. On se pose tellement de questions. Enfin, moi, je vis dans des paradoxes. Bon, en vieillissant, ça s'est calmé, ça s'est réduit. C'est-à-dire que du noir au blanc, j'ai trouvé l'arc-en-ciel. Mais j'ai mis du temps. Et donc, vraiment, oui, je dirais que c'est la folie qui m'a poussée à écrire, mais une folie assez saine, on va dire, quand même. Et puis, ce combat d'être femme, et puis aussi... Moi, je me sens mixte, par exemple. Depuis que je suis môme, j'ai jamais été sûre d'être qu'une fille, mais bien les deux. Et puis là, j'arrive dans un monde où c'est OK
Bah oui, en fait, on est les deux. Et moi, ça fait 50 ans que je fais « Mais nom de Dieu, je suis les deux !» Et on me dit maintenant « Mais oui, Aïda, t'as raison. » T'as le droit. Ouais, j'ai le droit. T'as le droit. Voilà, Extraterrienne, premier album d'Aïda Sanchez qui était notre invitée ce soir à Caramel Mou. On va se quitter et merci beaucoup d'être... Moi, je voudrais te remercier parce qu'en fait, tu étais là au début de Orlando. Tu étais présent. Je crois que c'était une de nos premières émissions de radio. Et puis, quand je t'ai appelé, tu es là. Tu as répondu oui. Merci, merci, merci. Merci Aïda. Et donc, on se quitte avec Je suis morte. Mais oui. Là aussi, une belle interprétation d'Étienne. Ben oui. Hein? Oui. Je suis morte. Aïda Sanchez, extrait donc de Extraterrienne, son premier album. Je suis morte de rire et je ne me souviens pas pourquoi. Achevée par le HIV, je suis morte du sida. Je suis morte de faim, je suis morte de faim, papier noyé d'identité. Je suis morte de froid, soir d'hiver, je n'avais pas de toit. Je suis morte d'un rien, morte de jalousie. Je ne sais pas comment mourir sur cette terre, encore un luxe supplémentaire. Comment mourir sur cette terre, encore un luxe supplémentaire. Je suis morte d'être noire, je suis morte d'espoir, je suis morte d'être moi. Je me suis suicidée, c'était une simple idée. Il m'a assassinée. Je suis morte d'amour, capote oubliée. Je suis morte décapitée. Accident de vélo, tombée dans l'escalier. Je suis morte crucifiée. Comment mourir sur cette terre? Encore un luxe supplémentaire. Vous venez me parler de quoi? Pas de la crise du disque. Brothers and sisters, I want to know what happened to the soul power.